bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, jolies âmes. Mais je suis Fabienne, de Messages pour l'âme, coach intuitive, énergéticienne. J'accompagne les personnes en parcours de flammes jumelles et je facilite également un accompagnement pour vous amener vers votre souveraineté. Aujourd'hui, mon invité est, il est suisse. C'est Johan Gomez, à qui je dis bonjour. Johan, en fait, comme je disais, c'est un homme, il est suisse. Il est aussi, il n'a pas toujours sa langue en poche, parce que j'ai déjà eu l'occasion, bien sûr, de l'écouter plusieurs fois sur ses vidéos YouTube que je vous invite également à aller écouter. Et il a aussi, donc il est thérapeute, il est thérapeute holistique, énergéticien, formateur, et je crois qu'il a aussi créé sa propre méthode d'hypnose régressive quantique. Alors, j'invite Johan, et à qui je dis bienvenue, bonjour. Et Bonjour, bonsoir. dis-moi, en fait, dis-moi qui tu es, Johan, parce que j'ai fait une brève description, mais comme tu es arrivé là, maintenant tu vas pouvoir tout nous dire. Dis-moi tout. Très Dis-nous. bien, ok. Alors oui, je suis un personnage qui a développé quelque chose d'assez sympathique, une méthode d'hypnose sur la base d'autres méthodes qui étaient déjà existantes, qui nous emmène à pouvoir soigner des choses qu'on n'arrivait pas à soigner jusque-là. Une méthode qui est incroyable et qui demande un effort de la part et de la personne qui la pratique et de la personne qui la reçoit, parce que c'est une collaboration, c'est quelque chose qui est, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un peu magique parfois, c'est un peu éprouvant d'autres fois, mais ça reste quand même sur un fond d'hypnose régressive où on va pouvoir aller faire de la structuration énergétique, on va pouvoir faire de la reprogrammation quantique, tout un tas de choses qui permettent d'aller visiter là où des choses se sont coincées dans notre existence, que ce soit notre existence actuelle ou bien notre existence à travers d'autres incarnations, comme on a l'habitude de dire. Et la formation, c'est nouveau, c'est assez nouveau pour moi. Parce que finalement, avant, je la pratiquais, je l'ai créée, je l'ai élaborée, je l'ai pratiquée, mais j'avais pas dans l'intention de former dans un premier temps. Et puis, j'ai été tellement sollicité pour que je transmette cet outil que pour finir, j'ai mis une formation sur pied. Voilà, voilà. Ok. Et d'où viens-tu? Alors, je suis né au pied de Volvic, en France, le volcan Volvic. Je suis né là-bas, j'y ai vécu à peu près 19 ans et maintenant je suis en Suisse depuis les années 2000, plus de la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour me présenter? Oh, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai eu un parcours jalonné de plein d'expériences différentes, pas forcément dans la santé d'ailleurs, mais quelque part il y avait une attirance à travers tout ce que je faisais pour, comment je peux dire, j'ai eu été un moment même dans le bâtiment, et même dans le bâtiment, ce qui m'intéressait, c'est de nettoyer les endroits, même énergétiquement, sans trop savoir comment faire d'ailleurs, mais j'avais le sentiment que quand on refaisait tout au propre, on donnait une vie nouvelle, une approche nouvelle de la possibilité d'occuper les lieux. Puis de fil en aiguille, j'ai terminé en m'occupant de gens. Et puis voilà. Continue à nettoyer. Mhm. D'accord. Donc, ah oui, donc tu es français à la base, mais tu vis en Suisse, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. Et en fait, toutes les vidéos que tu fais, en fait, parce que tu parles beaucoup aussi, c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée aussi à ce que tu faisais, parce que j'entendais que tu parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup de souveraineté. Mhm. Euh, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir si Johan veut bien venir parler de souveraineté. Alors justement, donc, si tu n'as plus rien à dire sur toi, enfin, on y reviendra de toute façon. Je remercie d'abord toutes les personnes qui sont présentes et en fait, si elles peuvent nous faire pour nous encourager, des petits likes et des petits pouces. Et si jamais en fait vous venez en différé aussi, mettre des hashtags différés, ce serait vraiment, vraiment très sympa. Ma première question,
pour la souveraineté, c'est que représente pour toi la souveraineté? Ah, merci pour tous ces petits cœurs et toutes ces petites blagues, c'est Il y en chouette. a plein, ouais, c'est génial. Que représente la souveraineté pour moi? La souveraineté, je pourrais dire la liberté. La liberté de choisir pour soi, la liberté de se tromper, la liberté d'apprendre. Euh, Tu sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup employé un mot qui est devenu pour moi une évidence, et c'est le mot évidence. Et je crois que la souveraineté, c'est l'évidence de la vie, en fait. C'est ça que ça représente pour moi. Et on a créé des systèmes d'existence où on nous a distancés de notre souveraineté, de notre discernement, de plein de choses, mais de notre souveraineté. Et la souveraineté, pour moi, c'est très important parce que je m'aperçois que quand quelqu'un y retouche un peu, recontacte sa souveraineté, il y a vraiment quelque chose dans sa vie qui prend place, qui est vraiment différent et nouveau, différent de tout ce qu'on nous a appris, différent de tout ce qu'on nous impose. Et enfin, à mon avis, je pense que toutes les problématiques qu'on peut envisager, quelles qu'elles soient, sur tous les plans qu'on soit, sont des problématiques qui, quelque part de près ou de loin, sont dues à un manque de souveraineté de ceux qui peuvent choisir finalement. Je pense que si tu prends un exemple bête, mais tu prends un pays qui décide de partir en guerre contre un autre pays. Il y a tout un tas de personnes qui vont être mobilisées pour une guerre, par exemple, et qui n'ont pas forcément, eux, eu le droit à répondre. Mais si tu leur demandais un par un, souverainement, est-ce que vous êtes prêts à aller attaquer d'autres gens et vous faire attaquer? Indépendamment de tous les trucs que tu peux mettre sur le côté, leur salaire, les conditions, enfin tout ce qu'on leur donne comme mode de chantage, mais juste en tant que décision humaine, est-ce que vous décideriez vous d'y aller? Je pense que souverainement, il y a plein de gens qui partiraient pas. On aurait un président contre un autre président, puis ça, ils se démerderaient entre eux, puis on serait tranquille. Tu parlais aussi dans ta dernière vidéo que tu as fait sur ta chaîne YouTube, là, que j'ai été écouter. Tu parlais aussi d'écologie, donc d'écologie en fait et d'un système. Est-ce que Oui. pour toi l'écologie en fait, comme tu le présentes en fait sur ta vidéo, ben, c'est aussi une sorte de souveraineté ou c'est un palier en fait vers la souveraineté? Tu entends quoi par là? L'écologie tout court ou l'écologie d'un système comme j'en parlais sur ma vidéo? L'écologie en fait, pas de l'écologie en fait de la planète, mais enfin voilà, comme tu en parlais en fait dans ta vidéo. Alors, l'écologie, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc c'est l'écologie d'un système. En psychologie, l'écologie d'un système, c'est quand tu as certaines conditions qui se sont manifestées dans ton existence et sur le contexte de vie que tu traverses, qui vont, à travers la problématique que tu traverses, t'offrir parallèlement des bénéfices et des bénéfices secondaires. Et ces bénéfices-là, même si c'est dans une période de détresse et que c'est par pitié que tu les obtiens, si on peut dire ça comme ça, ou par amour ou par soutien, c'est des bénéfices qui peuvent des fois te freiner au changement parce que quelque part, pendant un moment, tu es tellement affaibli qu'on fait un petit peu tout pour toi. Et quand on fait un petit peu tout pour toi, c'est dur de redémarrer à toi redevoir faire en sorte de devenir autonome et indépendant. Donc là, en l'occurrence, dans cette vidéo, c'était plutôt pour expliquer une mécanique qui est un peu limitante, qu'on appelle donc l'écologie d'un système. Des fois, tu demandes aux gens, à force de voir, tu sais, ils te posent des questions pour essayer de changer. Et puis à chaque fois que tu leur donnes une ouverture possible, ce qu'on appelle ouvrir le champ des possibles, ils ont tendance à te répondre oui, mais oui, mais. Et puis quelque part, au bout d'un moment, tu as envie de leur demander, mais est-ce que vous avez vraiment envie d'aller mieux? Et souvent, ce qui est derrière, qui freine ce changement, c'est justement ça, l'écologie du système, qui fait que oui, mais bon, oui, je pourrais me trouver un appart et tout, mais finalement, pour l'instant, je suis chuté chez mes parents, et si ça, enfin, tu vois un petit peu l'idée, quoi. Ah oui, mais pour moi, c'était aussi, enfin, lié aussi à la souveraineté de l'individu. En fait, Dans quel sens? ce que tu expliquais justement. Ben justement, quand cette personne était, enfin, dans l'histoire que tu racontais, en fait, tu citais un exemple, et que pour finir, en fait, ben, cette personne ben, avait tellement l'habitude de se faire accompagner aussi par toutes les personnes qui les entourent et qui s'occupent d'elle pour la sortir en quelque sorte de ce problème. Euh, mais à ce moment-là, enfin, c'est comme si, enfin, ça fait partie enfin, je veux dire, de la souveraineté, c'est un peu comme si ben, on perdait à ce moment-là aussi notre souveraineté dans ces moments-là. Là, on la perd pas, on l'abandonne.
On la perd pas, on l'abandonne et on se place dans une situation où on devient. Alors, je vais pas dire, enfin, c'est pas une attaque, c'est pas délibéré dans les trois quarts des cas, mais on devient un peu opportuniste du coup. Presque on rentre dans une méthode dans un mode de profit parce que tout d'un coup, on a baissé les bras, on a perdu justement cette souveraineté, cette indépendance, cette autonomie, et puis on se laisse porter, et puis ça devient un peu confortable, et on redevient ado un petit peu, comme les ados qui veulent plus rien faire, mais qui veulent bien profiter de la maison, du repas, du lave-linge et tout ça. On redevient un petit peu ça pendant une période de temps, parce que ben voilà, il y a un concours de circonstances de plein de choses, il y a l'épuisement, il y a les tracas, il y a les soucis, il y a la pression colossale de vivre tous les jours. Donc ouais, on la perd, inévitablement. Ok, alors on va revenir à toi. Te, te sens-tu souverain là dans ta vie aujourd'hui? Ça, c'est une question difficile parce que j'ai envie de te dire oui, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La souveraineté et moi, je crois pouvoir dire que ça doit être la chose la plus précieuse et celle dont je parle le plus et celle que j'essaie le plus de faire gagner aux gens. Mais si tu dois me demander, c'est ce que tu fais d'ailleurs, si je suis souverain, je vais être obligé de te répondre que je ne le suis pas à 100%. C'est pas parce que c'est impossible, hein, dans l'absolu, je pourrais très bien, mais si je veux continuer à pouvoir interagir dans le système de vie dans lequel on est, je suis obligé de refuser une partie de ma souveraineté. Ne serait-ce que quand je respecte un panneau de limitation de vitesse ou quand je respecte quelque chose qui est imposé par une loi, qui m'évite de faire appel à ma conscience. Donc j'en suis un cadre de loi, alors que ma conscience aurait pu me guider là-dedans. Et inévitablement, encore une fois, je peux pas prétendre être 100% souverain. Mais je pense que quand même, parmi tous les comportements qu'on peut trouver, non, je suis bien avec ça. J'essaye de faire au mieux, mais je suis bien avec ça quand même. Oui, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas être à 100% souverain de toute façon en tant que citoyen, en tant qu'humain. Euh, Aujourd'hui, bah oui, on est tenu par plein de choses. La semaine dernière, j'avais accueilli aussi pour une interview Johanna, qui elle est souveraine. Enfin, en tous les cas, elle a fait sa déclaration de souveraineté, Mhm, voilà, à l'État. Je trouve ça formidable, mais tout le monde. Enfin, et puis, je crois qu'il y a encore d'autres personnes hein, comme Guylaine, enfin, qu'on appelle Guy, enfin, une Canadienne en tous les cas, qui fait le tour enfin, voilà, des conférences pour parler justement de son état d'être souverain et de sa souveraineté. Et donc, elle a vraiment fait cet acte qui est fort, en fait, c'est se libérer aussi de toutes les lois et même, en fait, enfin, voilà, de son titre de citoyen d'un État, d'un pays. Oui, donc c'est pas évident. Donc ici, en fait, je pense que le but aussi de ces interviews, mais c'est aussi pour semer en fait des poussières d'étoiles en fait de souveraineté. Comme je dis, on fait un petit peu, on fait un petit peu son colibri souverain. Voilà, pour essayer justement de donner des pistes aux personnes qui viennent nous lire, qui viennent nous écouter, pour pouvoir avoir des idées aussi de la souveraineté, en fait, et qui est ici présentée par tous les invités, donc toi aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a autant de définitions de souveraineté qu'il y a de personnes sur cette terre. Et bah si, oui, ça appartient à chacun, oui. Ah, je t'ai coupé, ouais, pardon. non, pardon, pardon. Et si tu vas voir d'ailleurs sur Google souveraineté, ça se limite à souveraineté d'État, point barre. Ah, j'ai jamais fait cette recherche, mais ouais, Ah ça bah pourrait oui. être. C'est sûrement pas pour rien que j'ai jamais fait, sûrement pour pas être écœuré du formatage. Mais euh, tu sais, comme ça, ce qui est en arrière-plan, c'est des pensées, ça circule, ça circule. Je me dis que la souveraineté, ça doit être quelque part très en lien avec le fait d'être totalement à l'écoute de son ressenti et de son intuition. Moi, je dis souvent qu'on doit mettre le mental au service du cœur et qu'on arrête d'avoir le cœur au service du mental. Et je pense que quelqu'un qui est, en tout cas dans les proportions possibles dans notre société, qui est vraiment à l'écoute de ses ressentis, qui les respecte, qui a appris à dire non, ce qui rehausse parallèlement la qualité de ses oui également, qui a appris
ouais, à vraiment, enfin, si je peux dire, faire ce qu'il veut, ce qu'il ressent, être bon pour lui. Je pense que déjà là, on est bien dans la définition de la souveraineté, ouais. Je vois quelqu'un qui met que c'est très peu audible. Ça veut dire quoi? Que le son n'est pas parfait. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit commentaire, s'il vous plaît bien? Parce que je sais pas, en fait, je vois Catherine effectivement qui dit je remercie, je confirme très peu audible, mais est-ce que c'est OK au niveau du son pour tout le monde? Si quelqu'un peut faire un petit... Ah oui, Un il y a un petit petit pouce. pouce. Il y a un petit pouce. Oui, il y a peut-être des endroits où ça capte moins bien, je sais pas. Moi, je t'entends Oui, très bien. Fabienne. Attends, oui, Fabienne. Euh, Fabienne ou Fabienne parle très bas. Pourtant, en fait, j'ai mes... Toi, tu m'entends très bien? Moi, je t'entends très bien. Ok. Hein, c'est tu, Fabienne, est très faible. Donc, ma voix est très faible. Bon, mais je vais essayer de parler encore plus fort. Mais Une ardoise. oui, je vais essayer. Mais en fait, c'est drôle parce que justement, je posais la question à une personne que j'ai accompagnée, qui s'occupe justement de former des personnes, enfin, à faire le langage pour les personnes sourdes. Et Ouais. justement, je pensais justement l'interviewer aussi, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à toutes ces personnes qui ont, qui n'ont pas la capacité de bien nous entendre, parce qu'il n'y a pas toujours des sous-titres, et donc, et en plus, Fabienne qui parle pas assez fort, alors là, c'est total. On t'entend moins bien qu'Yvan, que Yann, que Johan, enfin voilà, pardon. Donc voilà, apparemment, toi, tu as un meilleur micro. Moi, c'est effectivement peut-être parce que j'ai mes écouteurs. Et si j'enlève mes écouteurs, est-ce que ça va aller mieux? Attention, j'enlève. Est-ce qu'on m'entend mieux comme cela? Carrément. Enfin, moi, oui. Ah, bah, écoute, alors j'attends. J'entends très bien. Ok, bah écoutez, voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas enfin, à nous les écrire. Ce serait vraiment super sympa. Voilà, je suis désolée, bon, il y a des pouces partout, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, mais c'est mieux sans les écouteurs et sans le micro. En tous les cas, sur Facebook, parce que sur Instagram, je n'avais jamais eu en fait ce commentaire. Donc voilà. Donc on va. Lorsqu'on s'est parlé plus tôt, j'ai aussi, je t'avais dit, et ça, Ouais, je t'entendais pas bien, ouais. ouais. Mais tu sais, enfin voilà, moi, j'aime bien mes petites oreilles. Donc voilà, mais je vais revenir en fait à la question, mais donc au niveau de ta souveraineté, donc on disait qu'on ne pouvait pas être souverain à 100% dans notre vie. Donc ça c'est sûr, du moins aujourd'hui. Et donc mon autre question est la suivante. De quoi aurais-tu besoin vraiment pour vivre pleinement ta souveraineté Mhm. qu'on ne peut pas Bah, être à la 100%? réponse peut pas être autrement que complètement extravagante. Euh, pour pouvoir vivre ma souveraineté, je crois que j'aurais besoin que... Alors, c'est très personnel, c'est mon idée à moi, mais je pense que il faudrait que tout ce qu'on appelle le cadre des lois et des gouvernances, quelles qu'elles soient, n'existe pas. Que tout le monde soit comme un animal dans la forêt, capable de défendre son propre intérêt et puis de faire en sorte de vivre à sa manière sans qu'il y ait de cadre. Nous, les êtres humains, on n'est pas tout à fait exactement les mêmes animaux que les autres, donc on a une conscience qui est peut-être différemment exploitée. Et moi, c'est mon avis que notre conscience devrait pouvoir suffire. On est peut-être un petit peu tôt par rapport à certains habitants de la planète qui sont peut-être encore conditionnés à être dans la compétition, le matériel et tout. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne tranche des gens qui existent, qui sont capables de se gouverner par leur conscience. Tu sais, j'ai eu la semaine passée une dame que j'ai reçue en séance et il est arrivé un moment où on devait nettoyer certaines peurs qui étaient limitantes pour elle. Et il y avait une réticence, il y avait quelque chose qui
ça voulait pas partir, ces peurs. Enfin, il y a des trucs qui partaient pas. Puis je rentre un peu plus profondément dans le questionnement du pourquoi. Et là, on était en discussion avec son moi supérieur, si tu veux. Puis tout d'un coup, c'est elle qui reprend la parole, tu vois, quand le mental se réinstalle. Et elle me dit, écoute, je vais peut-être pas trouver intelligent d'enlever toutes les peurs parce que c'est quand même certaines de mes peurs qui me permettent de me remettre en question et d'éviter de faire des bêtises aussi parfois. Et là, je lui dis, oh, bah, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais enfin, moi j'ai un autre point d'observation. J'ai un point d'observation que c'est pas le cas. Et je lui donnais un exemple fou. Je lui dis, écoute, quand tu es arrivé tout à l'heure à la maison, tu as croisé mes enfants, tu es rentré chez moi poliment, tu as dit bonjour, tu frappé personne, tu m'as dit bonjour, tu étais contente d'arriver. Enfin, t'es pas rentré directement casser une chose chez moi ou m'arracher une porte ou quoi que ce soit. Je dis, est-ce que tu avais peur en arrivant chez moi? Elle me dit, bah non, j'étais contente d'arriver chez toi, j'avais pas peur. Je dis, donc tu vois, c'est pas la peur qui t'a empêché de faire une bêtise, de me manquer de respect, de frapper un de mes enfants ou je ne sais quoi. Je dis, c'est juste ta conscience, l'amour que tu as pour ton prochain, la façon que tu as de te comporter naturellement, qui a fait que tu sais très bien que ça m'aurait nui ou ça aurait nui à mes enfants de leur faire du mal. Et je pense qu'on pourrait tous être guidés par notre conscience. Alors, on est bien d'accord, ça demande une rééducation complète des gens, mais au niveau aptitude, je pense qu'on l'a, cette aptitude-là. Ça nous Bah oui, permettrait d'être souverains en conscience. on a, on a tout en nous, mais c'est sûr qu'on a été quand même fortement conditionnés. Et en Mhm. même temps, je pense qu'aujourd'hui, on est aidé. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais on est aidé aussi parce qu'on est vraiment quand même dans une période de plein transformation à tous les niveaux. Et aussi, enfin, si quand je parle, puisque tu parlais aussi, enfin, de passer du cerveau, enfin, au cœur, donc on en parle beaucoup aujourd'hui avec l'ère du Verseau enfin, qui est là déjà depuis 2000, 2012, enfin, qui est rentrée, mais qui amplifie quand même, qui est amplifié depuis 2021. Et donc, c'est vraiment aussi un changement en fait de notre être, de notre comportement qui est en train de se mettre en place, alors que bah, on en est vraiment au balbutiement, on est vraiment que au début, hein, puisque on a encore quelques milliers, on a encore au moins 2000 ans pour peaufiner en fait cet état. Et je ne sais pas si toi tu le vois aussi, si tu le perçois comme ça, mais c'est vrai que je perçois qu'il y a quand même beaucoup de changements enfin, au niveau de l'individu, que les personnes petit à petit se transforment, même si c'est encore, enfin, c'est assez faible, c'est pas encore répandu chez tout le monde, et que ça rentre en fait au fur et à mesure. Mais on voit que les personnes sont en train de réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Et puis, enfin, il y a aussi beaucoup plus de cercles de femmes. Il y a aussi beaucoup plus de cercles d'hommes. Et en fait, tout ça me fait penser justement qu'il y a justement comme une réunification en fait de nos êtres et aussi cette enfin, le fait aussi de, de guérir en fait nos parties féminines et masculines. Et tout ça en fait nous amène à cet état en fait de souveraineté individuelle. Euh, Tu vois, il y a plein de choses qui se passent sur Terre, hein. Il y a des choses qui sont jolies, il y a des choses qui sont moins jolies. Et j'ai vraiment le sentiment, alors bien sûr, si tu regardes au cas par cas, tu pourras trouver des choses vraiment à rediscuter. Mais d'une manière globale, j'en parle, bah, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo d'ailleurs, euh, c'est un concours de circonstances de plein de choses qui nous ont mis dans l'inconfort, qui ont poussé certaines personnes à vouloir faire autrement, à consommer autrement. Donc, on parlera beaucoup de permaculture, de tout un tas de choses qui se mettent en place, qui sont de loin pas inventées. Ça existe depuis toujours, j'ai envie de dire, mais qui ont été abandonnées au profit de la pression mise par les grosses industries chez nos agriculteurs et dans tous les secteurs d'ailleurs, hein, que ce soit donc l'agroalimentaire, que ce soit l'agriculture, que ce soit toutes les manières de gérer toutes les énergies, tous les biens qu'on peut se fournir. Et c'est en fonction de ça qu'on a envie de changement, ça nous convient plus, on le pratique, on voit que ça nous emmène pas forcément à du mieux.
Et en même temps, paradoxalement, c'est grâce à ça que ça nous pousse à nous bouger. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand, pardon, quand on disait, quand on parlait ah, comment qu'on dit? Ce que tu m'as demandé en tout premier, l'écologie du système. Ouais. L'écologie. Voilà. Quand on parle de l'écologie d'un système, justement, là, on est poussé parce que ça ne nous convient plus à sortir. Tu vois, je te faisais la comparaison avec, on retourne chez ses parents et puis ils nous refont de nouveau à manger, on a une chambre gratuitement, on a le linge qui est lavé, et puis tout d'un coup, on traîne un peu à se remettre en selle parce que finalement, ça fait du bien d'être chez papa, maman pendant un instant. Là, c'est un peu pareil. Le système, il est arrivé à un tel niveau de médiocrité quand tu vois comment on se conduit avec nos anciens en gériatrie, quand tu vois comment on se conduit avec nos enfants en pédiatrie, tout est minuté, c'est chronométré, il y a plus d'humanité, on devient des numéros qui s'affichent les uns après les autres. Quand tu vois, comment on se paye notre tête, eh bien, c'est comme d'être chez des parents qui. T'as déjà vu le film Tanguy? Oui. C'est comme d'être chez des parents qui te font des pièges un peu à droite à gauche, tellement que pour finir, ça devient invivable d'être à la maison, puis tu fais tout pour retrouver ton autonomie et ton indépendance. Eh ben, ce système, il nous pousse tellement dans nos retranchements qu'il nous permet de vouloir recréer quelque chose qui soit plus convenable pour nous, où on puisse regagner en qualité de temps pour s'occuper des nôtres, où on puisse avoir une nourriture plus appropriée pour avoir une santé qui est plus pérenne, et puis arrêter de se soumettre à la vie d'expertise qui nous emmène de plus en plus dans la chimie, puis ça ne nous aide pas. Donc, ouais, joli concours de circonstances, pas forcément confortable, où plein de gens, plutôt que de s'en servir pour rebondir, vont se plaindre. Mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, c'est ce qui occasionne tous ces changements-là. Ok. Je vais devoir Tu mettre mes m'entends? lunettes parce que je vois Serkan qui pose une question et pour toi, Johan. Attends, Oui. parce que je ne vois pas bien parce que c'est en blanc. Pour toi, Johan, penses-tu qu'il y a des prises de conscience presque depuis notre naissance? Merci, c'est une chouette question, une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, mais elle n'est pas facile. Ah non? Euh, Prise de conscience presque depuis notre naissance. Je dirais qu'il y a une grosse perte de conscience au moment où on s'incarne, ou en tout cas de souvenir. Et puis que, on va dire, les 4 à 6 à 7 premières années, il y a pas vraiment de. Alors, au cas par cas, peut-être il y a deux, trois précoces, mais il n'y a pas vraiment de prise de conscience parce qu'on est dans un fonctionnement totalement naturel, spontané et sur l'instant, quoi. On est dans l'instant présent jusqu'à cet âge-là à peu près avant le formatage. Et puis après, il y a une nette programmation, il y a un net formatage, un conditionnement qui alors là fait tout pour étouffer toute prise de conscience ou tout rappel de la conscience qu'on puisse avoir. Et c'est seulement après, quand on sort un petit peu de la première prison, qui est l'école, les études et puis l'encadrement parental aussi, qu'on commence un petit peu à nager par soi-même, qu'on commence pouvoir remettre en question des choses. Au départ, on subit parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas responsable de soi-même, on s'assume pas. Puis dès qu'on commence à s'assumer, on commence à prendre un peu des murs dans le pif, et puis qu'on se dit, ouh, ça va pas dans ce sens, ça va pas comme ça. Eh bien là, on est obligé de se poser des questions. Et quand on se pose des questions, on trouve des réponses. Et quand on trouve des réponses, eh bien des fois, on va trouver des réponses qui sont de différentes sources et qui se contredisent pour une même chose. Et là, on va pouvoir commencer à faire marcher son discernement. Et en fonction de ce qui va vibrer pour nous, parce que finalement, la vérité, tout le monde a la sienne, mais ce qui va devenir notre réalité, notre point d'observation de la réalité, notre vérité, eh bien, parfois, ça va totalement contredire ce qu'on a appris pendant toute la période de notre enfance jusqu'à l'âge où on découvre ça. Et là, on prend conscience. On prend conscience que peut-être on s'est payé ma tête ou on s'est trompé quand on m'a dit ça. Donc, je pense pas que c'est depuis la naissance. Ou alors on pourrait le formuler autrement, mais à mon avis, c'est plus quand on commence à devenir autonome et indépendant. Quand on sort du circuit qui nous élève, qui nous éduque et qui nous formate. Merci. J'espère que ça Merci. répondra à certaines. Oui, c'est ça. Mais j'espère que Serkan a eu réponse à sa question. Alors, il y a une autre question de Jane que je remercie aussi au passage d'être là et de poser cette question. Comment proposes-tu de découvrir ça ou ces missions?
Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Sa mission de vie. Alors moi, j'ai coutume de dire aux gens qu'on a tous la même. La mission de vie, on a tous la même. C'est faire la meilleure expérience de soi-même. Et ça, que tu travailles dans un abattoir, que tu sois chasseur, ou que tu sois thérapeute ou acupuncteur, peu importe. C'est pas ce que tu fais qui est important parce qu'au niveau de l'expérience n'est jamais positive ou négative. Elle n'est pas connotée. Une expérience, c'est une expérience. Il n'y a pas de finalité en soi. De toute façon, on est dans un corps qui est périssable, qui est sensible et qui est fragile. On est juste là pour apprendre et expérimenter des choses qui vont de la jouissance à la souffrance avec tout le spectre du milieu. Et il n'y a pas de mission de vie, selon moi, si ce n'est de faire la meilleure expérience de soi-même. Mais par contre, il y a ce que moi je nomme des objectifs d'incarnation. C'est-à-dire qu'on choisit un corps de femme ou d'homme sur telle planète, dans la matière ou dans l'éther ou autre chose, avec le choix de telle époque, de telle région du monde, de tel terreau familial. Et là, on va pouvoir faire des expériences en fonction de ça. On n'arrive pas dans un pays en guerre civile chez des parents alcooliques ou incestueux pour rien. C'est parce qu'on veut se dépasser sur quelque chose et qu'on veut peut-être apprendre l'amour de soi ou le pardon ou je ne sais quoi. Donc là, il y a des objectifs d'incarnation qui sont intéressants. Et si on arrive à traverser sa vie en essayant de ne pas être du côté de celui qui subit, de ne pas être victime, et qu'on essaye de toujours trouver qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'apporte, les objectifs peuvent être remplis et il y a de quoi bien se marrer. Ouais. Voilà, merci. Donc j'espère que Jane a eu en fait réponse aussi à sa question. J'essaye de voir aussi parce que je vois que Sherkan continue, mais je pense pas qu'il pose une question. Il met juste en fait un commentaire. Donc il a des souvenirs de sa vie depuis ses 3 ans et au-delà, suite à un coma et une mort clinique. Et sa prise de conscience s'est éveillée à l'âge de 13 ans et depuis 5 ans, mais sa souveraineté est en route. Et c'est Ouais. bien. Mais tu vois, la prise de conscience, c'est grâce à Serkan là, que ça me fait rebondir là-dessus. La prise de conscience, c'est quand on dit élever sa conscience ou s'éveiller ou prendre conscience, ça veut dire que quelque part, tu es dans le brouillard, tu es dans la nuit. Mais effectivement, comme ce qu'il dit lui, et peut-être même des plus précoces encore pourront faire d'autres témoignages, quand tu es enfant, et tu sais, on dit souvent les bébés, ils sourient aux anges, ils font des sourires aux anges, ou alors tu as les jeunes enfants, souvent dans la maison ou alors tu as les jeunes enfants, souvent dans la maison où tu habites, qui vont dire papa, maman, il y a une dame dans le coin de la chambre, là où il y a un monsieur ou quelque chose. Et donc ils arrivent à voir certaines entités, certaines choses. À ce moment-là, l'enfant, il prend pas conscience qu'un autre monde existe, l'astral ou autre chose. Parce qu'à cet âge-là, il n'a pas encore été conditionné pour perdre ça. Donc en fait, la conscience, on ne prend pas conscience, on n'éveille pas sa conscience. On se rappelle, on reconnecte à des choses qui sont intimement euh, faisant partie de notre être, en fait. C'est un peu ça mériterait encore une émission, ça, la prise Oui, de oui, conscience. tout à fait. La prise de conscience, et c'est ce qu'on est en train de vivre aussi, c'est le lever des voiles, hein. Donc, pour Les l'instant, révélations. c'est plein de révélations, tout à fait, hein, l'Apocalypse. Mais Mhm. et oui, se lever de voile, donc on en a déjà parlé aussi beaucoup dans les interviews que j'avais fait précédemment. Pour l'instant, il y en a quelques couches. Enfin, j'ai encore quelques couches d'oignons à enlever, hein. Enfin, Mais tous, hein. bon, tous, oui, oui, mais donc voilà. Y a-t-il encore une question? Il y a Sabrina qui dit, moi aussi, j'ai des souvenirs quand j'avais 3 ou 4 ans. Ben oui, c'est sûr que c'est cette période-là. Pourtant, en général, on dit que c'est vers 6-7 ans, enfin, que tout doucement, on rentre enfin, dans le couloir de la vie, comme j'appelle ça comme 6 ans, ça, ouais. on nous met le voile. Ouais. Et C'est à que, 6 ans qu'on affiche les premiers comportements inconscients, les premiers formatages, les premiers conditionnements. Avant, on est un peu dans la rébellion, quoi. Tu vois, ouais, 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 je partirai dans tous les sens, là, si oui, enfin, mais vas-y, parce que, tu veux que j'aille enfin, dans tous les sens. ouais. Tu vois, quand je prends comme exemple, imagine, tu vas au repas de Noël et puis tu as 4 ans, 5 ans, tu es habillé dans ta robe de Noël, toute belle, toute petite princesse, tu es contente, voilà, tu vas au repas de famille. Dans l'absolu, tu es contente d'y aller, mais il y a toujours un tonton qui a la grosse barbe, qui sent pas bon, qui pique ou je sais pas quoi. Il y a toujours quelqu'un à qui t'as pas envie de faire la bise. Et à cet âge-là, tu vas râler.
Tu vas dire, non, je veux pas faire la bise à tonton Jacques ou je sais pas quoi, ils sont pas bons, ils piquent, ils grattent ou je sais pas quoi. Et puis, ben, dans la plupart des familles, bien que heureusement pas toutes maintenant, mais dans la plupart des familles, on nous a appris, si, tu fais la bise, faut être poli et tout. Donc, on nous apprend à aller contre notre envie, à s'offrir, en fait, à s'offrir. C'est déjà une forme de viol, quelque part, un petit viol, mais et on résiste. L'année d'après, à 5 ans, on résiste encore. Et à partir de 6 ans, tu verras que les enfants résistent plus. Ils viennent, salut. Ils lâchent ils jettent l'éponge, quoi. C'est à partir de là que commence le formatage. Ouais. On nous a appris hein, tellement de choses, comme tu dis, on nous a formatés et L'école en premier. ouais. Mais les L'école en parents aussi. premier. Les, les- Alors les parents, les parents aussi. mais l'école, elle est obligatoire, donc les parents, ils se sont laissés faire là-dessus. Alors, on pourra en discuter en long, en large et en travers de l'école, mais déjà, le premier concept qu'on nous apprend et qui est énorme, c'est le truc de notre vie, c'est qu'à partir de 7h30 le matin jusqu'à 16h30 l'après-midi, tu ne t'appartiens plus. Tu peux pas revendiquer ta liberté, ta souveraineté. Tu es un être qui est conditionné à devoir aller dans tel endroit sous peine de punition et peut-être dans l'autre extrême avec des récompenses. Et à partir de là, déjà, tu ne t'appartiens plus. Tu perds ta liberté déjà à cet âge-là. Et Mhm. personne ne peut te défendre, même pas tes parents. Ils te l'imposent avec. Ouais. Je vois encore une question. Et je vois encore une question. Il y a Jane qui se lâche là. Comment vois-tu le rôle de la sexualité dans nos vies? Comment je vois le rôle de la sexualité dans nos vies? Ben moi, j'en parle beaucoup avec toutes les personnes qui viennent me voir de leur sexualité, parce que je vois ça comme très important. Alors, on va passer plein d'étapes dans la vie, des moments où on a besoin de faire des câlins un petit peu tout le temps dans la journée, puis des moments où tout d'un coup on en a moins besoin. Enfin bon, bref, il y a des rythmes qui changent au cours du temps. Mais la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vais parler de la sexualité plaisir-désir, hein, pas la sexualité conception et création. Mais il y a deux parties dans la sexualité. Il y a deux chakras qui sont en lien avec la sexualité. Il y a le chakra racine qui se trouve au niveau des testicules pour l'homme ou de la vulve pour la femme, qui sont vraiment les aspects sexe par lui-même, donc plaisir-désir. Et il y a la sexualité qui est aussi reliée à la conception, qui est plutôt sur le chakra sacré. Donc celui qui est un peu en dessous, presque en dessous le nombril. C'est très important parce que la sexualité, c'est notre rapport à notre propre matière et c'est très en lien, tu vois, chakra racine, c'est très en lien avec notre enracinement, notre ancrage. C'est aussi un des délices divins qu'on nous a donné, qui est gratuit, qui est bon et qui est merveilleux. Donc, ben, autant en profiter de ce qu'on n'a pas encore besoin comment je vais dire, de financer pour obtenir, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose qui soit libre d'accès maintenant. Par contre, il y a différents types de sexualité. Donc, la sexualité, quand c'est une sexualité par addiction, bah, c'est comme toutes les addictions, elle est pas forcément, elle apporte pas grand-chose, elle rend addict. La sexualité, quand elle est par échange et par plaisir, elle est merveilleuse. Alors après, tu pourras discuter sexualité fidèle, sexualité infidèle. On pourra discuter du concept de fidélité, Là, bien sûr. c'est tout Ouais, un c'est tout un autre sujet. sujet. Et puis là encore, c'est beaucoup de conditionnement. Mais la sexualité, c'est important parce que c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. C'est beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à travers ça. Il y a des échanges énergétiques qui sont absolument puissants. Il y a des choses qui sont incroyables qui peuvent survenir d'une bonne sexualité. Ouais. C'est très important, la sexualité. Ouais. Et au niveau de la souveraineté aussi, parce que justement, je pense en faire une interview dans 2 semaines sur le sujet, mais plutôt sur le côté, enfin, suite à des vécus, en fait, hein, donc du côté inceste et abus, et Oui, justement, en fait, aussi revenir à sa souveraineté, justement. Donc, c'est pas un sujet ouais, mais facile. alors, il y a différents niveaux. Ah, je t'ai coupé, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, Il y a différents niveaux. Alors, bien sûr, suivant qui va regarder et qu'est-ce qu'il a vécu, il va pouvoir s'offusquer de ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Tu as la sexualité qui est, disons, subie. Imaginons, tu es une jeune fille de 8 ans et puis t'as un père incestueux qui te touche, qui te viole ou je ne sais quoi, ou d'autres, hein, c'est pas forcément d'ailleurs dans le cercle familial, mais bon, tu subis une sexualité pour laquelle tu n'étais pas prête, qui t'a été imposée, avec peut-être des violences derrière, verbales, des violences physiques.
Il y a cet aspect-là qui est l'aspect expérience que tu fais dans la matière, qui est vraiment en général désastreux psychologiquement, qui est très conditionnant, qui est très difficile, très inconfortable et très douloureux, qui est ouais, vraiment ce que tu expérimentes dans la matière. Mais après, si tu prends en amont de ce choix de venir t'incarner dans une vie où tu serais dans ce contexte-là, qui va te faire subir ça, il y a peut-être un choix qui est tout autre, qui est tout paradoxal, qui est peut-être celui d'expérimenter l'impuissance, le pardon et ce genre de valeurs-là. Auquel cas, si tu veux pardonner, et si tu n'as pas été trahi ou blessé, bah, tu peux pas apprendre cette valeur-là. Donc, il y a toujours différentes façons de voir une situation. Effectivement, il y a une façon qui est peut-être visible en tant que victime où on subit, mais quelque part, si tu reprends ta souveraineté de faire le choix de te rappeler pourquoi tu le fais, pourquoi tu l'as vécu ça, tu vas pouvoir entrer sur des valeurs qui sont bien, bien plus grandes. Je discutais, là, j'ai fait une formation le week-end passé et j'avais justement des dames qui ont vécu ça, l'inceste, etc. Et on est venu sur ce sujet-là, comme ça. Puis je leur expliquais les différentes strates où on peut observer la chose et qu'on n'a pas forcément la même opinion. Et puis, dans un premier temps, elles me disaient, ouais, mais non, c'est inacceptable. Et puis après, quand on en a discuté, elles ont quand même dit, ouais, mais effectivement. Et je leur ai posé ouvertement, hein, j'étais 9 personnes là, je leur ai posé ouvertement la question, OK, maintenant, si j'avais le pouvoir tout de suite de vous retirer cette expérience que vous avez eue dans votre enfance ou à l'adolescence ou je ne sais quoi, vous n'avez plus aucune trace de ça, ni la souffrance, ni les stigmates, ni les cicatrices, donc, et ni non plus les capacités de conscience de ce que ça représente et de comment accompagner quelqu'un qui l'aurait vécu. Est-ce que ça, vous voulez vous en débarrasser? Et toutes sans exception, elles ont dit, ah non, non, je le garde, c'est quand même précieux. Tu vois, là, on commence déjà à toucher à une partie de la conscience qui sait pourquoi elle est venue expérimenter ça. Oui, mais tout à fait, en fait, mais c'est enfin, c'est notre partie humaine, en fait, et notre ego, en fait, Bah, il y a la matière, hein. voilà. Et lui vient placer des mots, vient placer aussi des blessures au travers toutes ces expériences qui sont effectivement pas faciles. Et on est venu effectivement régler aussi toutes ces choses-là. Et quand on le comprend, effectivement, pour pouvoir avancer, et c'est bien en fait de pouvoir justement travailler sur ça, de se faire accompagner et Moi, j'en fais beaucoup de ça. Ouais. ouais. Oui, je veux dire, enfin je veux dire moi aussi parce que je fais passer, enfin moi je suis passée par là, donc je suis Mhm. passée en fait par cette expérience, mais voilà pour faire un petit aparté. Donc je suis passée par cette expérience, mais il y a le côté humain. Justement, et puis il y a maintenant effectivement le fait de reprendre sa souveraineté et de prendre aussi la conscience et d'être en reconnexion justement avec mon moi authentique qui arrive justement à comprendre le pourquoi en fait j'ai vécu ou je suis passée par là, pourquoi j'ai choisi en fait cette famille, etc. Mais au début, je me suis posé la question, mon Dieu, Ah bah oui, pourquoi j'ai été choisir cette oui, oui. famille? Non, au Mais début, c'est de l'injustice pure. Tu peux pas le vivre autrement quand tu n'as pas posé une certaine étape de compréhension. Mais tu vois, moi, quand je le fais travailler aux gens, je passe, enfin, je décris le pardon parce que le pardon aussi n'est pas souvent très très bien. Il n'est pas toujours très bien compris, le pardon. Tu vois, ça, c'est des expériences où tu dois pardonner d'une certaine manière. Tu dois pardonner et souvent, tu dois encore te pardonner parce que pour une raison qu'on comprend pas forcément, tu vas culpabiliser d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, c'est vraiment lourd de conséquences, ce genre d'expérience, on est d'accord. Mais j'ai coutume d'expliquer aux gens que le pardon, là aussi, c'est un processus qui est important, c'est-à-dire que tu vas pouvoir pardonner, c'est-à-dire le pardon, c'est parer le don, c'est comme un pare-choc, tu pares le don d'agressivité, de méchanceté, de violence, de ce que tu veux. Et puis au-delà de ça, donc ça c'est au niveau de ta matière, et au-delà de ça, au niveau de ton éther, au niveau de ton énergie, tu vas regarder la situation et tu vas dire, ok, mais pourquoi donc je suis allé me foutre dans une situation pareille? Pourquoi j'ai choisi ce genre de parents? Pourquoi j'ai choisi ce genre de contexte de vie qui allait forcément m'amener à subir ça? Qu'est-ce que j'ai cherché à travers ça? Et là, tu vas reconnaître que tu es bah, justement venu expérimenter un pardon, une impuissance, un machin, un truc. Ce qui sous-entend que le bourreau, qui dans sa matière, comme toi, a oublié pourquoi il était là et qui t'a fait vivre ça, indépendamment de la situation, il est comme toi, il a aussi un moi supérieur, il a aussi un programme qui l'a fait être ceci. Et donc, forcément, s'il a un programme et qu'il est venu expérimenter ça, quelque part, tu lui as permis d'expérimenter, comme lui t'a permis d'expérimenter ta valeur. Donc, ça veut dire qu'on passe de bourreau et des victimes à collaborateurs.
Mhm. Et là, tout d'un coup, tu montes les hautes sphères et puis tu quittes le corps et tu quittes tous ces bobos, puis tu vas t'adresser aux consciences, aux âmes, aux esprits, puis là, tu reconnais le collaborateur. Et en général, on fait pas un braquage avec n'importe qui. Quand on est allé s'incarner avec quelqu'un qui allait nous faire vivre ça, c'est quelqu'un qui, normalement, est très proche de nous. Donc là, tu reconnais le collaborateur, et puis tu vas t'apercevoir que finalement, quand tu le reconnais, et que tu dis, ah, mais oui, c'est à toi que j'avais demandé de me faire expérimenter ça, tu vas le reconnaître, et là, tu vas passer par un merci. Tu vas dire, bah, merci, en fait, et je te reconnais, merci, quoi. C'était merci. Et c'est en général là que tu vas libérer la chose. Moi, je le dis souvent, genre, je dis, vous savez, quand vous recevez une lettre de remerciement de votre patron, ça veut dire quoi? Pas la peine de venir lundi matin, bonne suite, c'est ça? Ben, c'est comme ça qu'on libère les choses en remerciant. Oui, tout à fait. Et ça nous permet aussi de se libérer et d'avancer. Carrément. Mais c'est sûr que pour libérer, enfin, pour pouvoir libérer justement, pour en arriver là, ben, il faut avancer. Et au fur et à mesure, ben, ces fameuses couches ben, d'oignons qu'on retire et prendre conscience. Enfin, voilà aussi, il y a la conscience, se mettre en connexion avec notre conscience. Et bien oui, donc ce n'est pas, je veux dire, enfin, c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'en a pas conscience qui peut arriver jusque-là. Et c'est vrai qu'on en reste encore souvent ben, dans le triangle de Karpman, hein, bourreau, victime, sauveur. Donc voilà, dans cet ancien mode de fonctionnement. Mais je pense que de plus en plus de personnes arrivent à se faire accompagner ou de comprendre à cette compréhension. Mais voilà, c'est aussi enfin, une évolution, quoi. Mais on y Ouais, arrive. clairement. On y arrive. Clairement, mais là, ça demande un travail qui soit secondaire. Il y a un premier travail qui est la cicatrisation, bien sûr. On avale le truc et puis on le pardonne dans une certaine mesure. Et puis après, pour en arriver au remerciement ou à la libération, on est sur un travail secondaire où là, on a déjà, bon, bah, normalement, depuis quelques années, essayé de pardonner ça. Et on va faire une autre démarche qui est de se connaître, de comprendre pourquoi. Et c'est quand on va chercher à se connaître et comprendre pourquoi qu'on va voir bah, toutes les collaborations qu'on a mis en marche pour expérimenter ceci ou cela. Et là, on va tomber sur l'information. Ah mais merde, oui, d'accord, ok, mais en fait, t'es pas mon bourreau, t'es juste mon collaborateur, mais merci. Ouais, voilà, ça m'a pris du temps. Mais Et, et en plus aussi se rendre compte que, enfin, voilà, que notre âme a choisi, enfin, a choisi et en même temps a signé. Enfin, donc, moi, je sais pas, moi je crois qu'on a dû me pousser quand même hein, pour venir expérimenter tout ça. Mais c'est vrai qu'on est venu, mais justement, on est venu, on a signé en quelque sorte pour expérimenter ça, mais surtout pour évoluer en fait, pour ne plus revivre ça dans d'autres incarnations et pour. Mais pas forcément que pour ça d'ailleurs, parce que tu vois, moi j'en traite beaucoup hein, des personnes qui ont vécu des incestes, des viols ou autre type euh, ouais, de maltraitance. Tu sais que souvent on se l'impose, mais bêtement, parce que, enfin moi je dis bêtement, c'est jamais si bête que ça, mais il y a des incarnations des fois enfin je vais pas dire qu'on perd, mais où on n'a pas pris le temps de bien réfléchir à la chose. C'est pas qu'on nous a poussé dans une incarnation qui est injuste ou qu'on nous a poussé tout simplement dans l'incarnation, comme tu le dis. C'est plutôt que des fois, on est. Moi, ce que je découvre dans des séances, c'est que, par exemple, une personne qui est venue aujourd'hui subir des viols, des incestes, et puis encore à la suite de ça, elle fait des enfants, puis il y en a un qui meurt dans un accident, enfin vraiment le cocktail total de toutes les souffrances qu'on peut imaginer, on pourrait se dire, bon, elle vient expérimenter, je sais pas moi, l'impuissance, le pardon, la perte ou les choses comme ça. Eh bien, souvent, voilà, un bon 35% du temps, non, c'est même pas ça. C'est que entre deux incarnations dans notre vie, au lieu de bien regarder tous les dossiers, puis de se dire, OK, je dépose ça, on sort d'une vie où on a soi-même expérimenté le rôle de bourreau, par exemple, hein, d'accord? Je sais pas, moi, on a mis des femmes à l'échafaud, au bûcher, ou je sais pas quoi, on a violé des enfants, ou j'en sais rien quoi. Et du coup, on n'a pas pris le temps de bien déposer tout ça, de libérer tout ça, et en fait, on se punit. On se dit, ah, j'ai fait ça, j'ai été horrible, c'est pas possible. Alors, je vais mettre une vie de merde, comme ça, je vais bien payer ça ce qui n'est pas décidé ni par Dieu, ni par aucun juge, il n'y en a pas là où il n'y a pas de tribunal, mais simplement on se met un truc parce qu'on est persuadé que c'est un peu œil pour œil, dent pour dent, et qu'on doit... on- la vie humaine a un gros impact, même dans les terres et dans l'énergétique, parce qu'on ramène des mémoires et des fois on prend pas le temps de toutes les débrancher comme il faut avant de se relancer dans un truc. On reste avec une forme d'ego qui parasite un peu le truc et qui veut qu'on se punisse, qu'on s'autoflagelle. Des fois c'est ça, c'est vraiment ça.
j'aime beaucoup l'idée, en fait, enfin, ce que tu viens de dire, l'image, en fait, de se débrancher. C'est vrai. Il y a sûrement certainement des programmes ou certaines Les liens, choses. les liens. Des liens. On n'arrête pas de nous apprendre depuis toujours que quand on s'aime, on doit tisser des liens. La pire des choses à faire. Tous les jours, quasiment tous les jours, il faut, moi je le fais avec mes enfants, avec ma femme, avec mes clients, avec ma chaîne, tous les jours, il faut couper les liens. L'amour, c'est pas des liens. Le lien, c'est fait pour ligoter. C'est quand tu attaches un cheval à une barrière, un lien. Mais quand tu as confiance en quelqu'un et que tu l'aimes pleinement, tu ne l'attaches pas. Et nous, on nous apprend. Depuis toujours, on nous formate à tisser des liens pour qu'on soit bien emmêlés entre nous dans plein de trucs bazardeux. Ça n'existe pas, bazardeux qui foutent le bazar. Et en fait, ne créez pas de lien. Ne créez aucun lien si vous le pouvez. Établissez des connexions. L'amour, l'amitié, toutes les relations, quelles qu'elles soient, ce sont des connexions. On se connecte à quelque chose de cœur à cœur, mais il n'y a pas de lien. Le lien, c'est uniquement quand on possède, quand on fonctionne avec le mental et l'ego. Ouais, c'est vrai. C'est une belle image. Alors, on continue encore parce qu'il y a encore des réponses ou des questions. Attends, je vois le lien du mariage. Mais attends, parce que là, on va répondre d'abord. Euh, c'est très dur le pardon. Oui, ça c'est sûr. C'est C'est dur. éprouvant. Ouais. C'est éprouvant, ouais, pardon. Alors, merci beaucoup pour tout. Comment vois-tu la sexualité avec l'infidélité d'un côté? Là, je pense que si on répond à ça, on est vraiment parti, enfin, on sort un petit peu du cadre de la souveraineté, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui et non. J'ai envie d'en répondre, mais en allant vers. On peut essayer succinctement. Je comprends pas le principe d'un côté. Ça veut dire avec quelqu'un qui va voir ailleurs et puis Je sais l'autre pas, n'aurait pas c'est le ça. droit. Enfin, c'est comme ça que j'imagine. Alors, la fidélité, pour moi, c'est un concept pareil qui a plein d'étages. Tu as la fidélité physique, donc l'acte sexuel. Tu as la fidélité de cœur, donc l'engagement que tu prends avec quelqu'un. Moi, je suis pas, par principe, tous les gens qui me connaissent, mon épouse le premier pourra te dire, je suis pas fidèle par principe dans mon corps parce que je vais pas prétendre aller au-delà de ce que mes hormones me font ressentir. Les hormones d'un être humain sont pas faites pour une fidélité absolue. Mais après, ça veut pas dire que c'est l'extrême non plus. C'est juste que j'aime pas avoir de chaînes qui me retiennent. C'est comme ça. Euh, la fidélité pour moi, comme moi je l'entends, ça m'appartient, hein, mais la fidélité pour moi, c'est la fidélité de cœur. Quand tu t'engages avec quelqu'un à faire un long bout de chemin, ça ne veut pas dire que tu t'engages à lui appartenir, c'est que souverainement, tu décides, parce que tu t'entends bien, parce que tu as envie, parce que tu aimes simplement, d'accompagner quelqu'un. Maintenant, l'envie sporadique, le désir, qu'on peut appeler le désir matériel, sexuel, c'est quelque chose qui peut se faire avec plusieurs partenaires dans l'absolu. Ça, c'est plutôt une question de communication dans le couple. Normalement, quand on est dans une relation où on aime fortement et d'un vrai amour, on ne devrait pas avoir la jalousie. La jalousie, c'est l'ego. Tu sais, quand il y a des gens qui ont ces problématiques-là, je leur demande d'estimer leur amour. Si je te demande, tu as des enfants, toi, par exemple? Oui, D'accord. Bon, des, si tu as un mari, des grands-enfants. des grands-enfants, ouais, c'est des enfants quand même que tu as eu. Si tu as ton mari, par exemple, je vais te faire l'exemple que je fais aux gens. Enfin, je le fais pour. C'est Jane, c'est ça qui pose la question? Oui. Euh, Je le fais. cette fois-ci, je crois que c'était Amandinette Amandine. Lotus qui posait D'accord. la question. Alors, je vais lui répondre à elle. On fait des trucs bizarres, les êtres humains. Des fois, on les fait avec le cœur et des fois, on les fait avec l'ego. Imaginons que, on pourrait bien imaginer qu'une chérie veuille offrir pour l'anniversaire de son homme, par exemple, une soirée qui va lui faire du bien avec, je sais pas, un soin du visage, un bon restaurant et pourquoi pas un truc wellness avec massage, bain chaud et je sais pas quoi. Ça, on serait prêt à payer un bon pour offrir à notre mari ou à notre femme quelqu'un qui va la masser, qui va lui détendre tout le corps, qui va lui faire un soin, qui va lui rafraîchir le visage, qui va lui octroyer un bon repas préparé, les pieds sous la table, tout ça. Mais étonnamment, on n'irait pas offrir une fellation ou un cunnilingus de la part d'un professionnel, parce que là, tout d'un coup, ça touche un autre plaisir qu'on s'octroie qu'à nous.
Pourtant, ça reste un plaisir. Des fois, ça peut même peut-être être moins bon qu'un massage quelque part. Mais c'est parce que d'une certaine manière, on le prend avec l'ego. L'ego, c'est celui qui possède, c'est celui qui est jaloux, c'est celui qui doute de lui en premier, parce qu'il se dit, oh, si on va chercher ça ailleurs, ça remet tout en question. Sauf que ça ne remet pas tout en question. Moi, j'ai eu l'occasion de manger beaucoup de fruits que j'aime beaucoup, et à chaque fois que je mange les pastèques, je me sens pas infidèle avec les fraises. Je les aime toujours autant. Euh, quand on a quand on a des enfants, par exemple, c'est différent. Si vous avez votre jeune ado qui a 13, 14 ans, qui commence tout juste à connaître un peu les bisous, les smacks, les machins, les trucs comme ça, qui rentre à la maison et qui vous dit, «Ah, maman, aujourd'hui, eh ben, j'ai réussi à faire 2 bisous sur la bouche à mes 2 copines préférées.» On va jamais lui dire c'est pas bien ou si c'est pas ça. On va dire, bah, c'est merveilleux, tu découvres la vie, écoute, bah, ça t'a fait du bien, t'étais content. Enfin bon, bref, on va lui dire tout un tas de choses. Mais il n'y a pas de sentiment de jalousie ou de possessivité ou de quoi que ce soit parce qu'on l'aime d'un amour profond sans le lien qui est l'aspect sexuel dans cette relation-là, normalement pas. Et bah, du coup, on va être content qu'il fasse un tas d'expériences et qu'il se fasse du bien, chose qu'on ne sera pas capable de reproduire avec notre partenaire, enfin pas capable, certains le font, mais qu'on sera difficilement capable de reproduire avec notre partenaire qu'on appelle notre mari ou notre femme. Ça, tu sais, c'est un sujet sans fin où il y aura toujours des pour et des contre. Alors, en plus, ça dépend dans quel pays tu habites. Ici, tu as le droit d'avoir une femme. Si tu en as une deuxième, eh ben, tu es mal vu. En Afrique, si tu n'en as pas huit, tu es mal vu. Bon, on n'a même pas décidé partout pareil, donc c'est un sujet sans fin. Mais en gros, voilà, c'est l'ego qui possède. Oui. Eh bien, merci pour toutes ces belles réponses et ces images aussi. Enfin, on dit aussi merci pour l'image que tu as donnée aussi sur le lien et l'attachement. Euh, Avec donc, plaisir. voilà, je pense que il n'y a plus d'urgence au niveau, au niveau des questions. Ah oui, encore une question et après on va passer, je pense, à la question souveraineté. Mais c'est encore Sherkan qui pose en fait la question. Comment fais-tu la différence du pardon et non de l'oubli? Car on peut pardonner sans oublier et évoluer. Comment je fais la différence? Mais je fais pas vraiment la différence en fait. Euh, le pardon, c'est une action qui vise à déjà à redonner à l'autre ce qui lui appartient. Je veux pas de cette agressivité, tu me l'as imposé ou je veux pas. Ensuite, il y a le remerciement quand on reconnaît justement l'aspect collaboration dans l'action qui a été, qui a nécessité un pardon. L'oubli, je pense que là, on est plus dans quelque chose, on peut en discuter, mais je pense qu'on est plus dans quelque chose qui est carrément du lâcher prise là. Qui engendre pas forcément de processus de pardon en tant que tel, mais c'est carrément là, et c'est tout aussi beau d'ailleurs, mais on n'en parle pas beaucoup. Et là, on est carrément sur un détachement, on passe une autre strate d'existence, et puis il n'y a même plus besoin, ça devient presque insignifiant finalement le besoin de pardonner parce qu'on est passé à une autre étape. Alors le vrai oubli, hein, si c'est enfin, on peut en discuter encore là aussi, mais l'oubli, je pense que c'est plus une question. Je me détache. Là, je me détache carrément de ça. Je suis sur une autre sphère vibratoire. Mhm. Alors que le pardon, c'est la transition entre deux sphères. Ouais, et puis parfois l'oubli, je pense que c'est aussi ben, comment dire, un mode de protection. Parce que justement, Alors, l'oubli, ouais, alors, ok. Il y a aussi l'aspect, on a subi des choses et on les a occultées. Mais parfois, c'est même inconscient parce que suivant le traumatisme, l'esprit peut se détacher du corps pour laisser le corps subir ce qu'il a à subir. Je l'ai vécu, moi, en tant qu'enfant battu. Je me suis rappelé de certaines choses. J'avais peut-être 25 ans ou 26 ans, où je me suis effondré. Je me dis, putain, mais j'ai vraiment vécu ça. Et ça m'est revenu d'un coup. Des trucs horribles, ça c'est une occultation. Alors c'est pas un processus d'oubli où on choisit d'oublier, c'est carrément on a occulté certaines choses quoi. Mm. oui, ben, enfin, j'ai eu en fait ce mode de protection aussi. Moi, Ouais, je l'ai appelé mon stop éjecte. ouais, ouais, Et donc, c'est j'ai un vraiment automatisme. Ouais, occulté enfin, une partie de ma vie, vraiment. Que je me ouais, suis ouais. même inquiétée par la suite parce que j'ai pensé aussi que je n'avais pas de mémoire ou pas de mémoire. Quand j'entendais des personnes qui racontent leur vie avec tous les souvenirs depuis leur enfance. Et moi, il y a vraiment, enfin, vraiment probablement Mais de c'est façon super courant, hein. libérée, ouais, C'est de, très très courant ça. Ouais. voilà, j'ai mis mon stop éjecte en mode protection. Alors je pense que
Là, en fait, enfin, on a terminé. Je crois que j'ai terminé en fait toutes les questions. Et je vous invite vraiment, si vous avez encore des questions, ben, à les mettre en dessous de la vidéo. Parce que ici sur Facebook, ben, les commentaires restent. Donc, à la limite, on peut aller répondre à vos questions. Et ce sera avec plaisir. Donc, en tous les cas, qu'on le fera. Alors, ma dernière question. Ma dernière question par rapport à cette interview sur la souveraineté. Je te laisse le choix aussi entre un bâton de parole ou une baguette magique. Et je vais te poser la question suivante. Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et à toutes les personnes qui vont nous rejoindre en différé en lien avec la souveraineté? Alors ça a coupé un peu, tu m'as demandé ce que je souhaite au monde. Oui, au Ouais. monde et à toutes les personnes qui sont ici, présentes et à venir. Donc voilà, que souhaites-tu au monde? Et tu peux choisir un bâton de parole, tout simplement, ou une baguette magique, et là, open, quoi. Tout est permis. Alors, c'est quoi la différence entre le bâton de parole et la baguette magique? Le bâton de parole, pour moi, ben voilà, je te donne la parole et tu parles. La baguette magique, ben là, en fait, tout est permis. En fait, tu peux même enfin, faire des suppositions, tu peux rêver aussi de ce nouveau monde ou de Je vais cette prendre la nouvelle baguette magique, clairement. souveraineté. Je vais prendre la baguette magique. Je vais partir un peu dans l'utopie. Qu'est-ce que je souhaite au monde? Alors, cette question, je vais y revenir sûrement par après quand on aura fini la vidéo et je vais me dire, ah, t'aurais pu dire plutôt ci ou ça parce qu'il y a tellement d'étages encore de réflexion et de points d'observation. Mais ce que je pourrais souhaiter au monde, c'est que tout ce qu'il est en train de vivre, et quand je dis en train, le temps n'existant pas, à toutes les époques confondues, lui soit réellement profitable et lui permette vraiment de grandir. Si je pouvais, hmm, j'ai pas forcément envie. On m'a demandé dernièrement, ouais, pourquoi tu veux changer les choses? J'ai pas envie de changer les choses. J'aimerais juste beaucoup que les plus faibles et les plus atteints dans leur propre souveraineté, dans leur propre existence, puissent avoir la chance à un certain moment, par aide ou par réveil, de pouvoir eux-mêmes eh bien, observer cette grande mécanique comme elle est et sortir du rôle de victime. Parce que c'est ce rôle de victime qui empêche d'atteindre la souveraineté finalement, avec tout ce qu'il y a en paramétrage qui le font résister, mais que les gens puissent vraiment comprendre. Cette planète, souvent on dit ouais, on pourrait l'arranger, on pourrait ci, on pourrait ça, et on comprend pas que moi je dis que j'ai pas forcément envie. J'ai pas non plus envie qu'elle se détruise d'ailleurs, hein, je suis neutre là-dedans. Mais quelque part, pour moi, c'est une planète école, ce sont des vies écoles, et si tout le monde pouvait vraiment se mettre au job, quoi, et puis étudier ce qu'il a étudié, plutôt que de croire qu'il est venu s'installer là et de se plaindre que finalement on peut pas mettre de canapé parce qu'il y a des bancs d'école partout, puis ça va pas. Ben non, c'est une planète d'école, faites vos cours et puis libérez-vous le plus vite possible à la sonnerie et puis taillez-vous de là, quoi. Oui, donc c'est bien en fait la seule chose que tu as à transmettre. Oui. Pour pas que tu aies de regrets ou de Ouais. remords par la suite, hein, vas-y. Hmm. Si je pouvais transmettre quelque chose directement aux gens là, euh, regardez votre vie avec différents points d'observation. Autorisez-vous sur un même sujet à donner une version et son contraire et à être d'accord avec les deux. À voir, par exemple, dans l'aspect matière, l'aspect victime et dans l'aspect esprit, l'aspect collaboration. Autorisez-vous à juger autant que vous voulez les gens. C'est pas un problème de juger les gens, mais interdisez-vous le verdict. Jugez, révisez votre jugement, rejugez, re-révisez votre jugement, changez d'opinion, changez de camp, faites ce que vous voulez, mais ne prononcez jamais l'accusation ni le verdict, parce que tout ça, c'est limité par nos aptitudes et nos carcasses humaines. Une fois qu'on se détache de la matière, tout a un goût différent, tout est différent. C'est inquiétant de voir quelqu'un se pointer avec une arme vers nous et puis penser qu'il va peut-être tirer, nous ôter la vie ou de nos enfants qui nous accompagnent.
Et paradoxalement, en tant qu'esprit qui n'est pas dans le corps, ça fait ni chaud ni froid. Quand on n'a pas de corps, on risque pas de prendre une balle, quoi. Donc, il y a, il y a deux vérités dans une chose. Autorisez-vous tous les points de vue possibles. Qui que vous écoutiez, qui que vous suiviez, quoi que vous pensiez, dites-vous qu'ils ont à la fois tort, à la fois raison, et qu'il y a encore millions d'autres versions à côté en parallèle qui ont aussi tort et raison, et que personne n'aura jamais raison, personne n'aura jamais tort. Il y a trop, trop, trop de vérités discutables, et elles sont toutes les points d'observation différents d'un truc central qu'on appelle la réalité. Et la réalité, c'est que tout est EST. Point. Mhm. Tout est Ouais. expérience. Oui, et puis ce que je dis souvent aussi, c'est que nous sommes un et que nous avons aussi été, on a tout expérimenté en fait ici dans les autres incarnations. On a été homme, on a été femme, on a été blanc, on a été noir, on a été peut-être quelqu'un qui a Végétaux, minéraux, Oui, tout à fait. Et donc, à partir du moment où on a cette conscience, je pense qu'on prend déjà aussi une autre position avant de juger, enfin, comme tu disais aussi. On prend peut-être aussi plus une position de l'aigle qui observe justement tout ce qui est en train de se passer ou ce qu'on a vécu. Et puis après, ben voilà, on prend une décision, on avance en fait. Mais c'est bien de se rappeler qui on est et qui on a été. c'est le gros challenge. C'est tout ce que nos sociétés nous empêchent de faire. On nous laisse déjà pas le temps pour ça. On doit courir, courir, courir beaucoup. On nous abreuve de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous détachent de tous nos canaux de ressenti, de tous nos capteurs à travers l'alimentation, la boisson, la qualité de l'air, la qualité sonore, la qualité électromagnétique. Bref, on fait tout pour que, c'est pas anodin d'ailleurs, on fait tout pour nous éviter de prendre conscience. Mais oui, autorisez-vous vraiment à différents points de vue et puis à regarder, à prendre de la hauteur sur les choses parce que clairement, il y a un point de vision qui est là, qui est restreint. Quand on s'éloigne, il est plus large et plus on s'éloigne et plus il est large. Et à partir d'un certain moment, même la pérennité de la matière n'a plus d'importance. C'est pas. Moi, je dis souvent, tu sais, les gens, ben, justement, en parlant de souveraineté, les gens viennent souvent avec une question comme ça, on les révise ensemble où ils essaient de demander à un guide, ah, est-ce que ce job, il est bon pour moi? Est-ce que je dois continuer de fréquenter cette personne, par exemple? Et moi, je leur dis, ça, c'est des questions, personne vous y répondra. Alors, ils tombent un peu de haut, pourquoi? C'est mes guides. Ouais, mais on nous a tellement conditionnés et formatés à comprendre quelque chose de faux des guides qu'on a tendance à penser qu'un guide, c'est Il faut qu'il un, reste c'est extérieur. Oh, alors déjà qu'il soit extérieur, ce qui n'est pas forcément juste, mais en plus de ça, qui devrait nous donner des ordres, quoi, qui ne devrait nous intimer de faire ceci ou de faire cela. Du moment qu'un guide te dit, ouais, ce mec, il est pour toi ou pas, ou alors ce job, il est pour toi ou pas, il t'influence sur ton libre arbitre, il te pique ta souveraineté. Et en l'occurrence, là, tu lui as même emmené sur un plateau parce que, voilà, normalement, un guide, c'est quelqu'un à qui tu dis, moi, je vais à tel endroit, j'aimerais pouvoir pique-niquer sur la route et tout ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, il va te guider en fonction de ce que tu lui as demandé. C'est pas quelqu'un qui te dit, tu devrais aller à cet endroit, sinon tu choisis même pas tes vacances, quoi. Donc, ben voilà, gardez là cette souveraineté, faites vos choix. Vous cassez pas la tête à vous demander, ouais, mais ça, je suis pas légitime, j'ai pas confiance, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Dites-vous simplement qu'est-ce que vous voulez. Si vous le voulez, après là, vous demandez au guide, vous dites, écoute, moi, je voudrais vraiment sauter du Grand Canyon et voler jusqu'à l'autre rive. Mais je sais bien que j'ai pas d'aile, je sais bien. Mais au moins, allez souverainement vers ce que vous avez envie de faire. Et Dieu sait, peut-être le guide, il va vous dire comment le faire. Mais si vous partez d'entrée de jeu à dire qu'est-ce que je devrais faire à mon guide parce qu'en fait vous rêveriez de demander ça mais vous ne le faites pas parce que vous êtes parti dans l'idée que c'est pas pour vous, ben, qui va vous guider? À ce moment-là, à qui vous parlez? Qui va oser vous dire ça c'est pour toi ou pas pour toi? C'est pas un guide. Non. Et puis, eh ben, on aura peut-être d'ici là l'occasion de faire pousser des ailes, quoi. Ouais, il y a plein de. Bon, c'est pas mon rêve à moi personnellement de sauter de l'autre côté du canyon, mais j'aimerais bien être en haut pour regarder en bas. Je préfère être en bas, évidemment. Bien, merci, merci en tous les cas pour cette soirée, pour tout ce partage. Merci à toi. Et j'avais encore une question quand même, mais une question de façon très générale. En fait, si tu avais une personne à citer, justement, une personne, qu'elle soit publique ou quelqu'un, enfin voilà, à qui tu penses qui est souverain dans sa vie, qui nommerais-tu?
Et si c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui est une personnalité publique, je t'invite aussi à aller taguer en fait son nom en dessous en fait de la vidéo en commentaire. Malheureusement, j'ai pas de personne qui me vient. C'est fou ça, tu m'as déjà parlé de ça et c'est juste incroyable. Je me rends compte, et je me nommerai même pas dedans d'ailleurs, malgré que je sois quand même pas mal souverain dans ma vie, mais j'en ai pas. Malheureusement, j'en ai pas. Les seuls que je vais pouvoir te citer, ils ont pas de page à les consulter. C'est les sangliers, les chevreuils, les animaux de la nature. Il y a pas d'être souverain. Les deux, trois qui ont essayé de montrer leur souveraineté, ils ont fini sur des croix ou des choses comme ça. Ouais, je connais pas actuellement. Je pense que c'est un cheminement de l'humanité d'une manière générale retendre à sa nature souveraine, mais ouais, que des gens qui sont en chemin, mais pas des gens qui sont aboutis. Merci. Je suis désolé, je sais que ça aurait été seulement. Moi qui voulais un tagage, là, tu vois, en dessous. Ouais, mais tu sais, ça m'arrivait deux, trois fois de faire des interviews où on me pose une question à la fin, ouais, quel est ton espoir aussi ou ça? Et en fait, faire des belles phrases pour les belles faire. Pourtant, Dieu sait que j'ai de l'humanité en permanence, que je fais tout pour aller de l'avant, que je vois des trucs qui se soignent à travers les séances que je prodigue, qui sont, on peut vraiment clairement parler de miracles. Mais en même temps, je sais pas dire quelque chose que je ne pense pas. Et là, ce que je pense, c'est qu'il y a personne aujourd'hui qui soit. On est tous soumis. On est tous soumis à un certain niveau, et c'est précisément ce dont on a besoin pour se diriger vers notre souveraineté. Donc ça va venir, je l'espère, le plus rapidement possible. On est en chemin là, on est en train de se relever, mais pour l'instant, on est juste en conquête. On est en conquête de notre souveraineté. Mhm. Oui, on est en apprentissage. Apprentissage, tout le temps. Je suis pas tout le temps sage, mais oui. Ouais, 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 on y arrive, hein. Au plus on prend oui, des étoiles ou des plumes, voilà, on devient de plus en plus sage quand même. Voilà. Mhm. Encore une fois, merci, Johan, voilà, d'avoir Merci à toi. participé, d'avoir accepté en fait cette interview. Merci aussi à toutes les personnes qui ont posé toutes ces questions, qui étaient présentes et qui sont encore présentes, et pour toutes les personnes qui vont venir nous écouter par la suite. Je vais normalement mettre aussi cette vidéo sur YouTube, et donc elle sera visible de toute façon en différé. Je crois aussi je crois, parce que je l'ai noté quand même, qu'on peut te suivre sur YouTube, bien évidemment, hein, où tu es très présent. Et ta chaîne, en fait, c'est Mon bien-être autonome par Elios Mali. Mon bien-être autonome par Elios Madi, ou déjà en tapant Elios Madi, je pense qu'on le retrouve. J'ai aussi le groupe sur Facebook qui s'appelle l'Intention base du changement. Et c'est à peu près tout. Telegram, je suis en train gentiment de commencer à découvrir, mais c'est encore pas quelque chose de bien accompli. Donc ouais, là, principalement. Ouais. Ok. Bien, merci encore. Et la semaine prochaine, en fait, jeudi, donc mon invité sera Sonia, en fait, qui est naturopathe et qui viendra nous parler aussi de sa vision de la souveraineté. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci à toi, Johan. Et c'était un plaisir, voilà, Ouais, partagez. Ouais. d'avoir en invité. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao. Merci à tout le monde.